à la fois pour votre présence, pour le soutien que vous avez apporté à l'organisation qui fait que nous pouvons être ici, dans cette ville, dans ce lieu, avec votre soutien, et aussi pour le soutien que vous apportez par les mots qui viennent d'être dits, qui sont pile sur ce qui nous rassemble, qui est effectivement avoir les moyens d'avoir cette présence auprès de ceux qui vont partir, cette solidarité tout à fait extraordinaire, qui est à la base de l'humanisme, qui est dans notre mouvement. Et merci de l'avoir si bien dit, parce que c'est au fond là-dessus qu'on va essayer de voir comment on peut faire mieux, alors qu'on est dans une situation où effectivement 2 années de crise sanitaire ont perturbé, on va dire, nos habitudes de travail, nos façons d'accueillir, de préparer, de soigner les bénévoles. Voilà. Et ça va être le thème de ce congrès. Et de ce point de vue-là, vos propos introductifs, je vous en remercie parce qu'ils font écho à l'importance de ce sujet pour nous, la difficulté. Vous avez évoqué la créativité. Oui, on a été vraiment obligé à une certaine créativité, mais on l'a fait un peu, chaque association là où elle est, avec l'équipe qui la compose, avec les bénévoles qui la composent, les établissements avec lesquels nous avons les conventions, etc. Et ce qui a été vraiment impossible pendant ces 2 ans, ça a été de pouvoir en parler ensemble. Bien sûr, on a beaucoup travaillé par visioconférence, on a multiplié les dispositions pour arriver à échanger, à communiquer, mais il y a quelque chose d'unique, c'est le fait de se rassembler, d'être à peu près dans la même salle, sur le même sujet, avec un peu de temps devant nous. Et on l'a déjà vu hier avec la séance d'hier soir, le fait d'être ensemble, à écouter des personnes qui nous éclairent les choses, font naître des questions, des réactions, des interpellations qu'il est vraiment précieux de pouvoir partager en même temps ensemble, parce que ça fait réfléchir et agir beaucoup plus vite. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur le fait que la période du Covid, les 2 années en fait, qui correspondent aux 2 années dans lesquelles l'équipe de Jalma Blément-Mont-Blanc a cherché par 2 fois à nous réunir et que nous avons dû par 2 fois reporter, annuler, reporter, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, parce que tout d'un coup, en parlant de ça, ce qui me vient, c'est, et c'est peut-être pas le meilleur moment pour le dire, mais c'est un très grand sentiment de gratitude que je voudrais exprimer au nom de la Fédération et de toutes les associations, à toute l'équipe de Jalma Blément-Mont-Blanc, qui ont quand même organisé, avec votre soutien, messieurs et mesdames les édiles, 3 fois ce congrès. Ils ont quand même réussi à le faire 3 fois en 2 ans. Ils en ont décommandé 2. Et comme disait ma grand-mère, faire et défaire, c'est toujours du travail. Alors, bravo. Merci à votre constance, merci à votre persévérance, merci aussi au comité congrès dont vous étiez une des pièces maîtresses, d'avoir comme ça 2 ans durant labouré et nous voilà enfin réunis. Alors, nous allons pouvoir échanger sur plusieurs choses. Il y a déjà eu des préparations, des réflexions préparatoires qu'une série des associations ont pu faire dans les mois qui ont précédé et elles ont eu la gentillesse de communiquer à l'équipe de Léman-Mont-Blanc leur première réflexion. Et de ces sujets, il sera bien sûr fait une synthèse bien plus complète que les 2 mots que je vais extraire. Ça sera fait par Chantal Barche de Léman-Mont-Blanc. Ça viendra un peu plus tard dans la journée. Mais je retiens des choses que vous avez fait ressortir, le fait que vous avez pointé le fait qu'il y a des bénévoles d'un profil un peu différent de ceux que nous avions l'habitude, on va dire, d'accueillir, qui se sont présentés en nombre plus grand. Ils sont souvent un peu plus jeunes. Ce sont parfois des bénévoles en activité. Et il y a un maître mot qui vient à travers ça, c'est qu'ils ont des attentes de souplesse par rapport à la façon, s'ils sont accompagnants bénévoles, ils vont pouvoir effectivement être présents. Il y a une demande de souplesse qui est évidemment difficile par rapport aux établissements, par rapport aux EHPAD, et qui est aussi extrêmement difficile à organiser, mettre en musique par rapport au travail des coordinateurs, des responsables des associations. Il y a ça. Il y a aussi une attente assez forte vis-à-vis des associations ou éventuellement même de la fédération d'être pleinement intégrés, accueillis, formés à la fois vite, bien,
pas trop longuement, on l'a d'ailleurs déjà un peu évoqué avec l'intervention d'hier, et en même temps quand même très bien formé. Alors là, c'est assez contradictoire, et ça crée des demandes nouvelles, ça remet les associations, ça remet la question de la formation et de l'ensemble du processus d'accueil, d'intégration et de maintien, on va dire, dans la communauté qui sont à ce moment-là une association vivante. Ça demande du travail, ça remet les choses sur l'établi. On a eu, et ça, on va le découvrir ensemble en atelier, notamment. Beaucoup d'associations ont fait une chose ou l'autre. Aucune n'a tout fait, mais beaucoup ont pris des initiatives assez originales, assez nouvelles, pour, on va dire, réaliser autrement cet accueil, cette formation, cette insertion dans les associations et faire vivre les associations. C'est une des choses que nous allons faire ensemble, que nous allons partager. Il y aura dans notre journée des temps d'atelier. Il y en a un premier dans la matinée, mais qui est un atelier surtout de rapprochement et de faire connaissance. Il y a un grand atelier en fin d'après-midi, enfin pas trop tard, rassurez-vous, vous aurez quand même le temps de sortir et de bénéficier de la lumière du soir sur le paysage qui est devant nous, il vaut le coup. Avant la fin de l'après-midi, on aura un long atelier de partage et d'échange des différentes initiatives ou difficultés qui ont pu être rencontrées dans l'accueil, dans l'intégration de nos bénévoles. Mais pour parler de ça, on va vraisemblablement alimenter avec deux grands types d'apports qui vont être à travers des plénières, des moments plénières, où il y aura ici quelques intervenants qui proposeront des éléments pour réfléchir, pour enrichir ce qui est l'expérience que vous avez pu avoir. On va s'appuyer là-dessus sur les deux grandes missions de nos associations, ou si je prends une image qui est bien connue, peut-être les deux pieds de notre activité. Le pied, on va dire, l'accompagnement des personnes en fin de vie, gravement malades, etc., qui peut être dans les établissements hospitaliers, qui peuvent être dans les EHPAD ou qui peut être à domicile. C'est le premier pied, il est bien connu. Mais on va aussi travailler sur le deuxième pied de Jeanne Malve, qui est quelque part sa présence sur le champ des idées, sur l'influence que nous pouvons avoir pour que quelque part la question de la mort redevienne une question de vie dans notre société et qui est évidemment le deuxième pied de Jeanne Malve. Et nous allons avoir aussi là-dessus des apports pour essayer de dire qu'est-ce qu'il en est et en quoi la crise du Covid a pu rendre plus facile ou au contraire plus difficile ou nous interpeller autrement sur finalement la marche sur chacun de ces pieds, avec l'idée que si on a deux pieds, même s'ils ne sont pas tout à fait de la même force, ça nous fait peut-être une marche avant qui va bien, mais que s'il n'y a qu'un pied, vraiment, ce n'est pas suffisant. Or, je pense que les périodes de crise sanitaire, parce qu'elles rendaient extrêmement difficile le fait de se rassembler, mais aussi de rassembler du public, de rencontrer du public, parce que les gens ne venaient pas à des manifestations qu'on pouvait faire, ont fortement perturbé la marche sur ces deux pieds. Et de ce point de vue-là, c'est en reprenant un peu appui sur le sens qu'ils peuvent avoir, en essayant un peu de travailler sur où est l'engagement original et particulier des bénévoles sur chacun de ces pieds d'activité, que nous allons essayer d'apporter des éléments de contenu qui, avec les ateliers où nous mélangerons les expériences, les initiatives, les inventions qui a pu allier, nous permettront de répondre à la question, en gros, quand la crise du Covid nous pousse un coup de pied aux fesses et active des choses qui peut-être étaient déjà à l'œuvre dans notre mouvement, qu'avons-nous à faire de mieux, qu'auront à faire de mieux nos présidents d'associations, nos coordonnateurs, nos bénévoles de tout poil, les bénévoles accompagnants, les bénévoles dans la cité. Vous verrez, il y a vraiment de la place pour les deux. Voilà, alors ça nous donne une journée qui va être très construite et ça me permet de dire que Huguette Le Gall, qui est là, que vous voyez sur la gauche, avec la mention qu'elle est de Jeanne Malve Ille-et-Vilaine, parfois appelée en raccourci Jeanne Malve 35, en tout cas ça vous la situe, va être là dans un rôle extrêmement utile et extrêmement ingrat, qui va être de quelque part faire le lien entre la suite des interventions, de brimer chaque intervenant de façon équitable pour que les autres intervenants aient à peu près leur temps de parole. Alors c'est un rôle extrêmement ingrat, qui demande une attention soutenue, et je voudrais dès maintenant remercier Huguette, parce que c'est sur ça que nous allons pouvoir nous écouter,
prendre la parole et j'ai été frappé hier que dans la conférence d'hier soir, les prises de parole n'étaient pas trop timides. Après, il y avait plein de choses à dire, beaucoup de gens avaient beaucoup de choses à dire. Donc, d'ores et déjà, je le dis, vos paroles sont bienvenues, vos interventions, vos réflexions à voix haute, vos interpellations, on en a besoin. C'est pour ça qu'on est ensemble au même endroit. N'hésitez pas à les faire et puis Huguette arrivera à brimer la majorité pour que tout le monde ait sa place. Voilà, je ne vais pas être plus long parce qu'au fond, c'est la partie qui commence maintenant qui est la plus précieuse. Merci beaucoup. Je remercie encore vraiment tous les édiles qui sont là et qui sont là avec nous ce matin. Ça me paraît évident que vous ne pourrez pas participer à nos travaux toute la journée. Vos agendas vous en empêchent, mais merci beaucoup d'avoir été là. C'est le démarrage, c'est le lancement. Voilà, nous sommes pour une paire de demi-journées au travail. Juste que je trouve pour l'ouvrir ce micro. Vous entendez? Alors c'est super. Voilà, donc la fonction que j'ai aujourd'hui, en réalité, elle se veut aussi être la plus discrète possible pour ne pas envahir à la place des personnes qui vont parler, bien évidemment, et essayer de ne pas avoir trop à signaler que l'heure arrive, enfin voilà. L'idée, c'est quand même d'être dans les temps, c'est agréable pour tout le monde, et j'essaierai de le faire discrètement. J'aurais juste peut-être, avant l'intervention qui va arriver maintenant, que les personnes se préparent, juste dire qu'il y a une chose qui me chagrine, mais un tout petit peu, c'est on entend beaucoup parler de malades, de patients, et il me semble, moi qui suis accompagnante depuis longtemps, que c'est le mot plutôt personne malade ou personne qui correspond, parce que moi, et vous, je pense, quand nous rencontrons quelqu'un, je ne rencontre pas un malade, un patient, mais je rencontre une personne. C'est vraiment de l'ordre de la rencontre dans ce sens-là. C'était juste une petite remarque que je voulais faire. Donc, nous allons accueillir... ah ben voilà, je vois les voix qui arrivent. C'est bien parce qu'on est vraiment dans les temps. Merci Olivier, qui d'ailleurs, vous l'avez entendu, a vraiment utilisé le mot personne. Donc nous accueillons là Marie-Christine Prudhomme, qui est accompagnante bénévole et coordinatrice des bénévoles à Jalmalve Annecy, qui est également administrateur de la fédération, membre de la commission bénévole et de la commission formation. Donc vous voyez qu'elle doit en savoir des choses. Et monsieur Daniel Grossens, qui lui est psychologue, psychanalyste, psychologue en équipe mobile de soins palliatifs des hôpitaux universitaires de Strasbourg, un peu il y a quelque temps, animateur du groupe de parole à Jalmalve, Haute-Alsace, depuis 1992, intervenant dans la formation de la Fédération Jalmalve à propos de l'accompagnement à domicile et formateur au service de formation continue de l'Université de Strasbourg. Donc vous voyez que ce sont des personnes qui savent certainement beaucoup de choses et qui acceptent d'être là parce que Jalmalve, parce qu'ils sont, et d'être avec nous. Je ne sais pas si la technique fonctionne, je vois qu'on a l'air de chercher un peu, mais ça devrait arriver, il n'y a pas de raison. Voilà, parce que certains ont donc des PowerPoint, d'autres non. Chacun s'organise avec justement tous ces moyens un peu nouveaux là qui nous sont arrivés. Alors, ça fonctionne? Vous faites signe, hein, de toute façon, c'est vous qui êtes là pour le coup, c'est eux qui sont les maîtres de quand ils commencent. Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que Marie-Christine et moi-même nous adressons à vous, de vous
vous amener ces quelques idées, mais en même temps de vous dire que nous allons faire un duo. Elle fait la voix du haut, je fais la voix du bas. Non, c'est pas vrai. Je dirais que ça a aussi été un plaisir pour nous deux de travailler ensemble. L'engagement du bénévole à Jalmal. Alors déjà, c'était un des thèmes d'hier soir. Cette question de l'engagement, elle revient. Et que peut-on entendre exactement par s'engager comme bénévole? Ou de quoi parlons-nous lorsque nous évoquons l'engagement dans la pratique du bénévolat, d'accompagnement, et quelle est la nature de cet engagement? Alors, il y en a certains, pas mal d'entre vous, qui savent que ce n'est pas la première fois que nous débattons du thème de l'engagement dans nos congrès. Mais aujourd'hui, observons-nous une évolution ou des changements du sens de l'engagement ces dernières années. Il s'agirait d'une évolution ces dernières années, indépendamment des questions qui se sont posées pendant la période du Covid. Une question qui, justement, est intéressante. Est-ce qu'avant le Covid, il n'y avait déjà pas des questions par rapport à l'engagement? Mais nous voulons aussi aborder cette période du Covid. Qu'est-ce qui nous permettrait d'aller plus loin dans notre réflexion? Alors, je vais faire un peu du fondamental, là. Désolé, mais il faut peut-être passer par là. Tout le monde a une idée de l'engagement et personne ne peut se targuer aujourd'hui de ne pas savoir ce que c'est. Nous pourrions même dire que tout processus éducatif depuis la plus tendre enfance est extrêmement lié à de l'engagement. Le passage à l'âge adulte ne fera qu'amplifier le maniement de ce concept et de cette pratique. L'engagement accompagne notre vie quotidienne, pas seulement le bénévolat, même si nous n'en avons pas toujours conscience. La conscience de nos engagements nous revient le plus souvent lorsqu'ils deviennent problématiques. D'autre part, retenons que l'engagement peut se situer au niveau individuel et ou collectif. Mais savons-nous réellement ce que s'engager veut dire? Pour le cerner, revenons d'abord aux définitions puis à l'étymologie. Le petit Robert donne pas moins que 10 définitions différentes de l'engagement. Donc vous aurez du boulot dans les ateliers. Je vous en cite 3 principales. La définition fondamentale, c'est de là que vient le mot engagement, c'est une action de mettre en gage. Le gage est un dépôt fait à titre de garantie équivalent à une caution. C'est aussi, d'un autre côté, l'action de se lier par une promesse ou une convention. Je pense que ça vous parle. J'en passe avec cette idée de l'engagement qui est quelque part rentré dedans, rentré dans quelque chose. Il y a aussi effectivement l'attitude ou l'acte de quelqu'un qui met ses talents et ses aptitudes au service d'une cause. Évidemment, le contraire, c'est des engagements. L'idée qui ne serait pas non plus de rentrer à l'intérieur de quelque chose, mais de sortir, ça peut aussi être le reniement, ça peut aussi être le renvoi. Mais au niveau étymologique, effectivement, ça vient d'assez loin, puisqu'effectivement, on part du XIIe siècle. La question du gage est une question de droit, mais c'est une des définitions de 1580, d'étymologie de 1580 qui a retenu mon attention. C'est ce qui pousse à agir, c'est-à-dire à entrer dans une liaison, une relation, et j'en reparlerai plus tard. Aussi, un siècle plus tard, être dans une situation sociale qui implique des obligations. Intéressant, j'ai trouvé. Il y a aussi l'adjectif être engageant ou engageante, est un terme un peu vieilli, qui signifie que quelqu'un s'engage à faire quelque chose. Mais aujourd'hui, d'une manière plus courante, être engageant ou engageante évoque quelqu'un qui attire, qui séduit en parlant des comportements humains. Petit rappel, le mot bénévole s'associe très souvent à citoyen, engagement, solidarité, entraide, partage. Un renouvellement du champ sémantique autour de la notion du bénévolat indique que l'engagement basé sur la seule et belle générosité évolue en exprimant
une volonté de transformer la société. Alors, maintenant, nous allons parler de l'engagement et du sens de l'engagement. C'est-à-dire que s'engager, c'est connaître nos fondamentaux et ce pourquoi je m'engage. Donc, c'est tout d'abord connaître et s'imprégner des origines et de l'histoire de Jalmave. Et Patricia Floriet de Jalmave Grenoble nous en parlera tout à l'heure. Et puis, c'est connaître aussi et adhérer à ses convictions, ses valeurs, et s'engager à les respecter. Donc, nos convictions, la mort fait partie de la vie, lui donner sa place dans la société, recréer des liens de solidarité et permettre à la population, à la société de pouvoir en parler et aussi de faire évoluer son rapport à la mort. Et puis, le deuxième élément, c'est que chaque personne soit reconnue comme une personne à part entière dans notre société, c'est-à-dire rester un peu plus fort, que je me rapproche peut-être, voilà. Donc, comme une personne à part entière, c'est-à-dire vivante, digne jusqu'à sa mort et qu'elle soit accompagnée dans les différentes étapes de sa vie. La maladie grave, la vieillesse, la fin de vie, la mort, le deuil aussi, ensuite. Et puis, toutes les situations qui peuvent laisser en arrière-plan ou en perspective l'idée de la mort ou du décès dans toute sa réalité. De là en découlent nos valeurs, qui ont déjà été dites, le respect de la vie jusqu'au bout, la dignité, la solidarité, dans un mouvement laïque, sans appartenance ni religieuse, ni philosophique, ni politique. Notre bénévolat fait partie intégrante du mouvement des soins palliatifs. Et Jalmave œuvre pour le développement des soins palliatifs et de l'accompagnement, qui permettent à la personne en souffrance et à ses proches de pouvoir vivre la fin sans avoir ni à la hâter, ni à la prolonger par une obstination déraisonnable. Il n'y a pas de soins palliatifs sans accompagnement, ce qui oblige les établissements à passer donc une convention avec des associations d'accompagnement chaque fois qu'un établissement dispense des soins palliatifs. Les associations d'accompagnement sont les seules associations reconnues par une loi, celle de 1999, relative à l'accès aux soins palliatifs pour tous, ainsi que les circulaires qui vont suivre ensuite. Pour parler de la loi de 1999, en son article 10, elle dit que des bénévoles formés à l'accompagnement de la fin de vie, appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne ou de ses proches, participer sans interférence avec les soins médicaux et paramédicaux, peuvent apporter leur concours à l'accompagnement du malade en confortant son environnement psychologique et social, à la fois de la personne malade et de son entourage. Ensuite, il y a la circulaire de 2008 qui vient compléter tout cela plus dans le détail, c'est-à-dire qu'elle va organiser les soins dans chacune des structures des soins palliatifs et aussi pour chacun des professionnels qui y interviennent. Et là, en son annexe 5, cette circulaire va consacrer à définir le rôle, les définitions de nos accompagnements, enfin des accompagnants bénévoles. Par exemple, je donnerai quelques exemples qui font qu'aujourd'hui, on a ces bases dans notre bénévolat. Le respect de l'obligation de garder le secret des informations qu'il reçoit tant de la part des soignants que des malades. En dehors de l'accord des malades, les informations ne peuvent être communiquées à d'autres personnes, comme par exemple aux soignants ou aux familles. Les bénévoles proposent une présence et une écoute. Et un autre exemple, les bénévoles ne participent pas au staff professionnel, sauf sur invitation personnelle. Tout cela nous amène à prendre connaissance ou à prendre conscience de l'environnement juridique de notre engagement Jalmave, c'est-à-dire tous les textes qui font le périmètre de notre action et qu'il faut respecter. Il y a là un niveau de responsabilité au niveau individuel et collectif. Alors quand je pense de textes, c'est les lois, les décrets, les circulaires, tous les documents qui en découlent, la convention, les chartes, les droits des malades,
mais aussi nos statuts, nos règlements et les textes de référence de la Fédération. S'engager à Jalmave, c'est défendre une cause emplie d'humanité et de solidarité. La raison d'être de nos actions est de faire en sorte que chaque personne en souffrance, au moment de la maladie grave, de la vieillesse, de la fin de vie, soit reconnue et accompagnée, quel que soit son état physique, psychologique, quelles que soient ses croyances, ses appartenances, sa situation sociale et le lieu où elle se trouve. C'est aussi d'améliorer les conditions de ces personnes et ne laisser personne seul face à la mort. Ne laisser personne seul face à la mort, c'est une réponse aux personnes, à la population, 88% environ, qui se disent inquiets de se retrouver seuls face à la mort et qui nous disent qu'il est important de pouvoir être accompagnés au moment de sa fin de vie. Et puis enfin, c'est être le garant du lien social que l'on peut témoigner de la solidarité humaine envers la personne malade et de ses proches, dans un esprit de partenariat avec les professionnels de santé, mais aussi dans une logique de non-abandon et de non-marginalisation de la personne en souffrance. Voilà. Donc le sens, la raison d'être de nos actions confère à la vie humaine une valeur et développe les consciences et les motivations. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les accompagnants bénévoles s'engagent à Jalmave. Et leurs motivations sont les suivantes: le désir, l'envie, le souhait. Par exemple, l'envie d'être utile, de faire sa part, de donner du temps pour l'autre et pour soi. Du temps qui correspond à ses aspirations, c'est-à-dire que l'autre soit reconnu dans son humanité et que sa parole soit entendue. Accueillir ce qui est et faire vivre quelques instants de vie, être au cœur du vivant. Aller vers la part d'humain qui est en soi et vers celle qui est en l'autre. L'envie de participer à une démarche citoyenne de solidarité et un bénévolat qui intègre le rapport à la mort. L'envie aussi de se lancer dans une aventure créatrice d'humanité. Lancer dans une aventure, c'est aussi oser. Et puis il y a le désir de partager et de vivre des relations humaines, relatives, riches de sens, et le souhait d'apporter une présence apaisante et réconfortante. Et puis on voit que ces motivations, elles évoluent ces dernières années, notamment avec les plus jeunes, le besoin de donner du sens à sa vie. La recherche de sens de la part de personnes qui ne le trouvent plus dans leur travail, ni dans notre société de vitesse et d'immédiateté. Une façon de donner du sens à sa vie, d'être authentique dans la réalité de la vie et de participer à l'évolution de la société. Ils nous disent « Je donne un sens à ma vie en m'engageant pour une cause qui me tient à cœur et je soutiens des actions qui ont un sens pour moi. L'engagement vient me chercher dans mes valeurs. » Comment concrétiser dans la réalité cet accompagnement au fil du temps? Je vais faire un zoom sur 4 réalités par temps de Covid, par temps d'épidémie. La crise Covid a mis à mal notre engagement, nous laissant absents auprès des malades, des personnes âgées, des personnes en fin de vie et des familles, du fait de l'interdiction d'aller et de venir dans les établissements de santé, puis de l'obligation vaccinale. L'accompagnement de fin de vie a été ralenti, voire impossible. Nos fondamentaux et nos missions ont donc été bousculés, balayés, non respectés en tout cas, et le dispositif sanitaire a imposé de mourir seul, laissant muet notre volonté et notre engagement à ne laisser personne seul face à la mort. Est-il encore acceptable aujourd'hui de mourir seul dans un contexte sanitaire exceptionnel au regard des décisions politiques? Jusqu'où accepter ce dispositif sanitaire sans l'interroger? Quid de la relation? En revanche, avec cette crise, la société a pris conscience de l'inacceptable. Et dans cette réalité, nos messages trouvent toute leur légitimité. Et notre réponse, solidaire et citoyenne, de l'accompagnement par une présence et une écoute, trouve aussi, elle, tout son sens. D'ailleurs, au moment où les établissements limitent encore les visites des familles, sauf pour les situations de fin de vie et de mort.
ce qui a donc permis aux associations d'accompagnement de pouvoir réintégrer les établissements. Pour l'accompagnant bénévole tenu à l'écart des lieux d'accompagnement, le fait d'être débranché de force des accompagnements a pu engendrer une perte de motivation, un découragement ou un départ. En fait, faute de pratiquer, j'y crois moins. Mais a pu aussi donner envie de voir ce qui se passe ailleurs que dans le champ de l'accompagnement, avec une orientation vers le bénévolat dans la cité ou le bénévolat de structure. Et donc la question que nous nous posons et pour lesquelles il y a des solutions qui ont déjà été trouvées, en quoi la crise nous oblige à la créativité, à des nouvelles expériences et à de nouveaux esprits. Autre élément de la réalité, au moment où il est question de faire évoluer les droits en matière de fin de vie avec l'euthanasie et le suicide assisté, nous sommes amenés à revisiter notre engagement et nos fondamentaux. Où en suis-je? Est-ce clair? Y a-t-il des questionnements? L'émergence d'un décalage entre nos convictions personnelles, c'est-à-dire notre sphère privée, et notre engagement JALMAV peut survenir. Donc je vous invite à prolonger toute cette réflexion avec la réflexion de la Fédération qui a fait des points d'étape en avril et en septembre 2021, transmise aux associations, mais que vous pouvez aussi trouver sur le site de la Fédération dans l'espace adhérent. Mais il y a aussi la revue JALMAV de décembre 2021, consacrée à la demande d'euthanasie. Vous en pensez quoi? Et plus particulièrement, un article de Pierre Reboul, bénévole à JALMAV Grenoble, qui s'intitule « Le bénévole et la question de l'euthanasie ». Et l'euthanasie, vous en pensez quoi? Autre élément, quel engagement des accompagnants bénévoles auprès des personnes âgées, ces invisibles de la société, qui nous disent « la vie n'a plus de sens » ou plutôt « je ne trouve plus de sens à ma vie ». Ce thème a beaucoup été déjà travaillé lors de congrès, lors de formations organisées par la Fédération et la Commission de personnes âgées. Mais quelles ont été les évolutions dans nos associations ces dernières années? Et enfin, le profil et l'engagement des bénévoles évoluent-ils ces dernières années? Par exemple, si l'on regarde les personnes qui se sont rapprochées de nos associations ces 2 dernières années, qui ont été touchées par la réalité de la mort pendant la crise Covid, vous paraît-elle poussée par une réaction individuelle, c'est-à-dire « je ne peux pas tolérer tant d'inhumanité, il faut faire quelque chose », ou par l'appui d'une ressource, c'est-à-dire « je prends conscience qu'il y a une association qui peut apporter cette humanité et je la rejoins dans un mouvement collectif ». Bref, des personnes animées par un sens collectif ou par un sens individuel. Juste, je vous dois des excuses. Le PowerPoint n'a pas suivi. Je ne sais pas s'il pourra être distribué par la suite avec le compte rendu du congrès à tout le monde, parce que voilà, il y a des éléments qu'on retrouve et vraiment, excusez-moi pour les personnes qui sont plus visuelles, j'ai les pieds, mais je n'ai pas pu aller jusque pour appuyer sur le bouton. Voilà, non, donc. Ça marche. Non, alors en fait, on a fait juste le plan et il y a certaines diapositives qu'on va mettre, c'est-à-dire comme les définitions, parce qu'on ne vous donne pas toutes les définitions, et il y a certains schémas aussi, donc c'est un diaporama qui est assez succinct, mais le texte, vous l'aurez en fait sur le site de la Fédération. Le site de la Fédération. Le texte intégral. Voilà. Je reprends la parole après, effectivement, ces focus que Marie-Christine a fait pour revenir un peu à des fondamentaux, s'engager à être bénévole, évidemment, là on parle du bénévole accompagnant à JALMAV, quel rôle et quelle relation? Avec le sens et le contexte définis par Marie-Christine, nous pouvons éclairer l'engagement à l'aide des définitions que j'ai données avant, que j'ai évoquées tout à l'heure, et plusieurs choses deviennent essentielles dans la manière dont nous allons définir l'engagement. L'engagement est une action de se lier par une promesse à une convention, mais également une attitude ou un acte de quelqu'un qui met ses talents et ses aptitudes au service d'une cause. Cette question, effectivement, est celle du lien. Et la question du lien est une question qui renvoie éminemment à la question de la relation à l'autre. Il n'y a pas d'engagement sans relation à l'autre. On pourrait contre-argumenter qu'il existe bien, effectivement, un engagement vis-à-vis de soi-même.
La relation à l'autre n'est pas autonome de la relation à soi. Les deux sont articulés et entraînent une dynamique personnelle. C'est aussi sur cette dynamique que va se définir pour chacun ses propres convictions, et j'insiste sur le mot conviction, liées à sa perception de l'engagement. Reprenons l'idée de l'engagement au niveau collectif et individuel, nous retrouvons évidemment la question de l'engagement au niveau de l'association, c'est-à-dire s'engager avec des semblables reconnus sous le terme générique de bénévole, mais c'est aussi s'engager vis-à-vis d'un autre qui est l'accompagné. D'une part, c'est aussi s'engager vis-à-vis de l'accompagné, d'autre part, parfois, d'un accompagné un peu invisible pour certains bénévoles que sont l'institution dans laquelle le bénévole intervient. Nous remarquons donc qu'à travers un engagement qui paraît simple, peut-être pour certains, nous pouvons déjà construire une certaine complexité quant à la position et la place que vont prendre chacun des acteurs, mais également quel rôle ils auront. C'est ce que j'illustre par la théorie de l'iceberg. Alors vous voyez que c'est peut-être un peu beaucoup bleu, mais effectivement les icebergs ils ne naviguent pas sur le lac Léman, mais dans d'autres eaux. Et vous voyez que mon iceberg, qui est un peu là au milieu, se compose de 3 parties. La réalité de la rencontre, qui est que la partie émergée, qui est soutenue par le dispositif, on y reviendra, et la dernière partie de l'iceberg qui, effectivement, fait flotter le tout, c'est les motivations et le désir de s'engager auprès des personnes en fin de vie et ou en souffrance. Il n'y a pas que la partie émergée. Le rôle du bénévole, pour accompagner la personne malade et ses proches, voire les soignants, on en a entendu parler hier soir, le bénévole doit venir du dehors. Il s'engage à venir du dehors. J'insiste sur le mot « s'engager à venir du dehors » et non du dedans. C'est ce que j'appelle, et d'autres l'ont appelé avec moi, les deux ni soignants, ni famille. Au nom de la gratuité, je vous renvoie à ce qui a été dit hier soir par rapport au salaire du bénévole, je ferme la parenthèse. Au nom de la gratuité, le bénévole témoigne de l'attention que porte le corps social à la souffrance des personnes en fin de vie et de leur entourage. L'association Jalmave n'est pas unique en cela, mais décline sa spécificité par rapport à l'accompagnement des personnes en fin de vie et ou en souffrance. Par sa présence et son écoute, le bénévole témoigne que le malade a toujours sa place dans la société et qu'il demeure un être humain malgré toutes les dimensions de sa maladie et de sa souffrance. Nous sommes connus, reconnus et demandés pour ce bénévolat d'accompagnement spécifique, de présence et d'écoute. C'est le sens de notre engagement non seulement individuel mais aussi collectif, c'est aussi le sens du badge. Le port du badge nous engage au-delà de notre unique personne. Le bénévole va se limiter à l'être avec, être à l'écoute en regard du problématique du faire. Il considérera la personne accompagnée dans sa globalité physique, sociale, psychique, spirituelle. Le bénévole n'a aucun projet pour le malade ou sur le malade, même celui de bien mourir. Il s'engage à voir et à regarder l'autre comme un vivant jusqu'au décès. Il exerce le respect, le non-jugement, il respecte le secret, il sera disponible à l'inattendu. Il s'engage à un travail sur lui-même à travers les groupes de parole, obligatoires, pas entre parenthèses, ainsi qu'à élaborer l'impact des paroles et des gestes lors de ses accompagnements. Il s'engage à continuer à se former au travers des propositions des associations ou de la fédération. Il se laisse interpeller dans ses convictions, ses repères, ses opinions. Il est conscient que son action est gratuite, mais doit être au minimum au clair
de ce qu'il reçoit de l'autre. Il doit consentir à son impuissance et il doit avoir la capacité de pouvoir se retirer en temps nécessaire. Voilà de quoi être clair dans notre engagement associatif, dans nos relations avec les établissements, les soignants, les malades, les familles et dans notre bénévolat de présence et d'écoute. Lors de la discussion dans les groupes, nous vous invitons donc à faire émerger de ce qui, dans cette clarté, c'est moi qui l'ai dit, clarté, hein, peut-être pas vous, peut être problématique, peut-être pour les générations plus jeunes, ou pour les plus anciens, sentir ce qu'ils sentent comme une évolution. Alors moi, je vais vous parler de la partie invisible. Voilà. Donc, plus fort. Notre engagement dans un bénévolat, on pourrait dire institutionnalisé, ça on l'a déjà entendu hier soir, et organisé. Donc moi, je vais vous parler du dispositif dans lequel nous nous trouvons. Cette partie immergée de l'iceberg, que l'on a vue tout à l'heure, invisible peut-être, mais incontournable pour accompagner, et je dirais même pour faire vivre Jeanne Marie. Donc le dispositif, il représente un ensemble de personnes que sont les bénévoles, les personnes accompagnées, les établissements, les associations, la société. Mais il représente aussi la relation singulière entre des personnes individuelles, soit dans un groupe, société, institution, établissement, soit dans une rencontre singulière du bénévole avec le malade, ou avec la famille, ou avec le soignant. Et vous voyez que dans ce schéma, il y a un engagement de part et d'autre, mais aussi les uns vis-à-vis des autres. Par exemple, associations et établissements, chacun avec ses droits, ses devoirs, réunis dans une convention qui va autoriser les bénévoles à pouvoir intervenir dans les services. Bénévole association, le bénévole signe la charte d'accompagnement, il intervient au nom de l'association et l'association veille au respect des règles de fonctionnement, au rôle du bénévole et au bien-être du bénévole. Et puis, les associations sont une émanation d'un projet de société concernant les soins palliatifs et l'accompagnement, et le bénévole en est un témoin. Dans ce dispositif, vous voyez que le bénévole a vraiment sa place, a un rôle propre et un statut particulier. Il est vraiment important de respecter ces différents engagements pour garder la confiance de nos partenaires et de nos bénévoles. Je l'ai évoqué au début, je voudrais approfondir une autre notion qui est celle de l'articulation entre l'engagement du bénévole et la liberté du bénévole, entre la liberté individuelle du bénévole et le projet collectif. Un bénévole, c'est quelqu'un qui s'engage en toute liberté. Quelqu'un est contre ? À titre gracieux et par bienveillance. Il n'y a aucune obligation à être bénévole. C'est une action non contrainte, un acte libre. Une autre liberté se situe dans l'acte d'accompagner lui-même. Personne ne dicte le comportement à avoir dans tel ou tel accompagnement. Mais cette liberté sera réduite par l'engagement au niveau de l'association. Comme nous l'avons vu, l'engagement se situe au niveau de l'association vis-à-vis de la structure, mais également vis-à-vis des personnes que le bénévole rencontre et avec lesquelles il va se lier, c'est-à-dire entrer en relation. Une relation est toujours un lien. Entrer en relation avec un engagement vis-à-vis d'un tiers, bénévole, institution,
famille à domicile, donne aux bénévoles une place particulière. Ce n'est pas la même chose d'entrer en lien avec un inconnu sans avoir d'engagement par ailleurs. Si l'on observe attentivement cette manière de formuler l'engagement, nous pouvons en déduire, peut-être chose terrible pour certains, que s'engager, c'est perdre une partie de sa liberté. Alors, j'avais rencontré Andrée de Sévigny, que certains connaissent peut-être, c'est une Canadienne qui a publié un livre qui s'appelle « Le bénévolat en soins palliatifs ou l'art d'accompagner », dont d'ailleurs une ancienne présidente a écrit un chapitre. Elle m'a fait part que les bénévoles peuvent s'arrêter ou abandonner leur bénévolat si, à leurs yeux, le minimum de liberté dans leur intervention n'est plus acquis. Si l'engagement représente à leurs yeux une perte de liberté, et l'articulation de cet engagement et de la perte de liberté se retrouve déjà dans les définitions, puisque fondamentalement, quelque part, quand on s'engage, on perd un peu de sa liberté. Lors d'un accompagnement, quel soit le lieu, institution, domicile, le bénévole est seul. On en a aussi entendu quelque chose hier soir. C'est lui qui conduit comme il l'entend son entretien avec la personne accompagnée. De plus, la discrétion qui lui est demandée renforce ce moment de liberté et de création. Le lien va se construire dans cette relation singulière entre l'accompagné et l'accompagnant, à l'abri de tout regard et de toute oreille étrangère. Nous pourrions presque dire que c'est un espace de liberté absolue. Mais l'engagement vient réduire cette liberté avec la question des limites qui vont se poser aux bénévoles pour rester dans le cadre de son accompagnement. Les questions des limites vont être récurrentes au niveau de l'élaboration du travail au sein du groupe de parole. Mais les limites vont aussi se concrétiser par l'engagement vis-à-vis de l'association, non pas par une cérémonie formelle, mais par la formation initiale des bénévoles. Et je fais une petite parenthèse, on peut s'interroger là sur ce que veut dire ce qu'on a entendu hier soir de l'allègement de la formation. Lors de la rencontre avec l'accompagné, le bénévole avancera sur cette ligne de crête, qui sera effectivement, comme toute ligne de crête, entre sa liberté liée à sa personnalité, ça c'est un des ravins, et son engagement au niveau associatif. Cette ligne de crête peut être inconsciente au moment de la rencontre cette ligne de crête peut être inconsciente au moment de la rencontre et se révéler ultérieurement, ce qui peut parfois se faire en groupe de parole, mais aussi être très présente au moment même de la rencontre avec la personne accompagnée. Par exemple, le bénévole peut aussi avoir conscience que le lien qui se crée permet à la personne accompagnée de cheminer dans une problématique. Et le fait de l'accompagner peut aussi faire émerger des sentiments de sympathie, voire d'amitié, voire teintés affectivement. Alors vous l'avez bien compris, la ligne de crête que j'ai mis en noir, là, c'est l'accompagnement, et des deux côtés, vous avez un ravin où vous pouvez tomber dans le trop ou dans le pas assez. Ce que j'ai appelé effectivement la proximité, la sympathie, l'amitié, l'affectivité, avec la distance, l'indifférence et l'échange de banalités. Une autre forme de ligne de crête, j'ai mis qu'un seul exemple, mais vous voyez que cette ligne de crête peut effectivement s'utiliser dans pas mal de situations. Une autre forme de ligne de crête peut être, après l'établissement d'une relation de confiance, une demande qui penchera du côté du bénévolat de service versus bénévolat d'accompagnement pur et dur. Nous pourrions multiplier les exemples par rapport à cette ligne de crête. Je vous en propose de vous servir de cette image lors de votre atelier.
Ne point basculer dans le dogmatisme de l'accompagnement, ni dans une relation qui dépasse le cadre de l'accompagnement, s'assurer d'être sur cette ligne de crête et peut-être aussi à l'origine de la fatigue des bénévoles. Ce qui nous amène à l'importance du projet collectif. Ce projet collectif qui sert de support à l'engagement. L'engagement est initié au départ par une démarche personnelle, puis le bénévole s'engage dans une démarche associative qui a une dimension sociale, humaine et collective. Le bénévole fait partie d'un mouvement associatif, d'une équipe dont il respecte l'esprit et le fonctionnement, partage les valeurs et signe la charte du bénévolat d'accompagnement. Il fait partie d'un dispositif, on l'a vu, au sein duquel il a sa place et doit rester à sa place et à sa juste place. Il se trouve au cœur de valeurs humaines. Il est question de vie, de souffrance, de mort, mais aussi des valeurs que l'on a vues, respect de la vie, dignité, solidarité. C'est pourquoi l'engagement à Jalmave ne peut pas se faire sur la base d'un individualisme. L'engagement à Jalmave, c'est un cheminement. Tout le monde le sait, il y a la rencontre avec l'association, la formation initiale, les rencontres avec les responsables associatifs et les animateurs de groupes de parole. En fait, tout un chemin, tout un cheminement qui permet ensuite de se dire « est-ce que c'est bon pour moi ?» Et puis, en devenant bénévole, il y a l'intégration dans les services avec le parrainage par un bénévole expérimenté. Il y a les questionnements, les doutes qui l'interpellent et pour lesquels le binôme, les coordinateurs, coordinatrices, les animateurs de groupes de parole, mais aussi les bénévoles expérimentés, peuvent être source d'éclaircissement et de transformation. Et puis, il y a le temps consacré à la formation continue. Ce temps participe à notre enrichissement et crée du lien. En fait, il donne de l'élan. C'est vraiment l'exemple de ce week-end en congrès. C'est une ressource qui interroge et soutient notre capacité d'adaptabilité pour la justesse de notre engagement, avec nos motivations réinterrogées, l'ouverture qu'offre le bénévolat d'accompagnement et les limites associatives. C'est une façon d'être bien présent et actif au sein de l'association. Notre cheminement, c'est le fruit d'un travail entre les bénévoles d'accompagnement, de structure et de cité. Pour cela, il apparaît, je dirais essentiel, en tout cas de mon point de vue, que les accompagnants bénévoles accordent un peu de temps à la vie associative, autre que le temps de l'accompagnement. C'est-à-dire le temps, juste ce qui est bon en termes de temps, pour une réunion de bénévoles, par exemple, pour une formation, pour une assemblée générale, pour venir s'informer, partager, témoigner et participer à une réflexion collective et progresser aussi dans nos questionnements et nos doutes. Parfois, explorer des décalages qui pourraient donner sens ou renforcer une incompréhension. L'engagement du bénévole à Jalmave, c'est aller dans le même sens. Et c'est là où intervient, où l'on va parler du cadre associatif. Le cadre associatif, il regroupe les règles qui ont pour but de fédérer et de rassembler les bénévoles sur des mêmes bases. D'où la nécessité d'une clarté en réunissant ces règles dans les textes de référence de la fédération, élaborés par la fédération. Un langage commun, on pourrait dire, mis à la disposition des associations pour faciliter la mise en œuvre du bénévolat d'accompagnement, la relation, la communication avec et entre les bénévoles, mais aussi pour faciliter les échanges, les réflexions en cas de questionnement ou de déviance. Au cours des formations ou des études qui ont été organisées par la fédération, les bénévoles témoignent à quel point ce cadre associatif aide à l'organisation et soutient la pratique d'accompagnement. Et lorsqu'il n'est pas suffisamment connu ou appliqué, cela laisse place à des pratiques individuelles ou à des dérives mettant en difficulté le bénévole, voire pouvant aller jusqu'à l'épuisement. Un bénévole témoignait récemment: adhérer au cadre associatif, apporter un soutien
apporte un soutien, une légitimité. Je porte le badge et j'interviens au nom de l'association. Il ajoute l'accueil et la confiance dans le service sont liés à ceux qui sont passés avant nous, au lien entre l'association et le service. Et nous avons la responsabilité de l'entretenir pour les suivants. J'ai trouvé ce témoignage très beau. Les nouveaux bénévoles aussi affirment que pour eux, c'est important de faire partie d'un groupe organisé avec un cadre associatif qui les rassure et les sécurise. Je ne suis pas tout seul, il y a le groupe de parole et c'est cela qui m'a fait franchir le pas. Notre cadre associatif, c'est vraiment un outil d'organisation et de communication et de relation. N'en faisons pas un carcan, mais un point d'appui et trouver un équilibre entre la rigueur et la souplesse. Et puis, l'engagement, mais il y a aussi l'engagement de l'association pour garantir le bien-être des bénévoles. Les bénévoles contribuent au mieux-être des personnes qu'ils accompagnent. Garantir le bien-être du bénévole est primordial. Une obligation pour les associations et les responsables associatifs qui les accompagnent en proposant du lien, du soutien dans les conditions similaires à celles de ceux et celles qu'ils accompagnent. L'organisation, la formation, la coordination sont les piliers de cette ambition et tissent un maillage de relations important. À la fois pour permettre à chacun des bénévoles d'être satisfait de la place qu'il occupe et de trouver du plaisir dans son bénévolat. Être à l'écoute des questionnements, de ce qui permettrait à chacun d'oser plus, tout en étant attentif aux contraintes induites et aux limites à respecter. Envisager un changement, faire une pause. Aussi, permettre de réinterroger périodiquement le sens de son engagement et de ses motivations. C'est le cas des entretiens individuels, annuels ou biannuels. Homogénéiser les pratiques d'accompagnement et le tout permettant de pouvoir être plus clair dans notre message GENMAD. L'association doit être capable de laisser un espace pour l'expression du bénévole, entendre ce qui se lit sans l'appréhension de « qu'est-ce qui va se passer si je dois exprimer mon opinion ?» Ceci pour une clarté, je dirais même une loyauté entre les bénévoles et l'association, une cohérence et dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Le soutien de l'association, le cadre associatif, la qualité des liens motive l'engagement, aide à le poursuivre dans le temps et évite le désengagement. Tout ce qui vient d'être évoqué a besoin de vivre, de liens, de liens, de convivialité, en un mot, de l'esprit associatif, c'est-à-dire le goût de se retrouver pour participer à faire des choses ensemble. Tout ça, c'est un travail de fond pétri d'humanité et qui ne cesse jamais. Rosette Poletti, lors du congrès d'Annecy, j'ai un peu de nostalgie, nous avait dit « Les gens qui sont capables de donner d'eux-mêmes et de leur temps sont des gens qui sont plus heureux que la moyenne. » Donc ça, je vous laisse apprécier. En revanche, ce que je sais et ce que j'entends, c'est que l'accompagnement génère des satisfactions et des bienfaits. Plusieurs témoignages, il fait vivre la fraternité, le sentiment d'agir dans l'intérêt général, il permet de s'ouvrir à quelque chose qui me tient à cœur, qui permet de me réaliser, de découvrir ce dont je suis capable, de développer la confiance, quelque chose de positif, de connaître une satisfaction dans le donner et recevoir. Il nourrit et apporte un épanouissement certain, ainsi que l'acquisition de nouvelles compétences, de savoir-faire et de savoir-être. Dans sa rencontre avec la personne accompagnée, le bénévole reçoit en retour un enrichissement personnel, leçons de vie, humilité, enthousiasme et joie. C'est pas fini ? Merci beaucoup. C'est pas fini. C'est presque Vous savez, c'est très moderne Presque. dans les spectacles C'est d'aujourd'hui. presque On fini. croit que c'est fini, on applaudit. Et non. T'as quelques minutes. Non, mais c'est presque fini. Presque fini. Mais ce que j'aimerais vous transmettre là, c'est un peu de grain à moudre pour ce qui va venir tout de suite après, c'est-à-dire vos ateliers. L'atelier qui est, d'après ce que j'ai compris, essentiellement un atelier de partage. Alors, déjà, vous pouvez reprendre un peu, si l'une ou l'autre des réflexions, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir retenu tout notre texte, mais peut-être il y a une ou l'autre réflexion qui vous a marqué.
Mais je voudrais aussi préciser, là j'étais un peu lapidaire et un peu rapide. L'appartenance et la référence, ça je suis d'accord, ça c'est quoi ce truc-là? Alors c'est beaucoup plus simple que ça c'est un truc un peu de professionnel, je n'ai pas assez détaillé, mais ça veut tout simplement dire, si j'appartiens à Jalmal et que j'ai le sentiment d'appartenir à Jalmal, quelles sont mes références? Et est-ce qu'effectivement il y a des références qui rentrent en conflit avec le sentiment d'appartenir? C'est un truc un peu socio, appartenance et référence, mais c'est ça que ça veut dire, c'est il risque d'y avoir conflit entre appartenance et référence. Il te reste quelques minutes. Pardon? Il te reste quelques minutes. Il me reste quelques minutes. Oui, ça va être vite fait. La critique d'un des acteurs du dispositif peut amener du conflit. Et oui, les conflits dans les associations, on a peut-être décliné d'une belle manière, mais il peut aussi y avoir des conflits. Marie-Christine en a déjà parlé, un engagement qui cache des pratiques d'électrons libres. La distorsion du contrat, donc une distorsion de la nature de l'accompagnement. J'en ai parlé, la liberté d'agir et la créativité dans l'accompagnement peuvent se heurter aux engagements pris. La place et le rôle du bénévole au regard des dysfonctionnements institutionnels et des services dont il est témoin. Qu'est-ce que fait le bénévole de ceux qu'il est témoin, de ceux qu'il voit dans les services? Les conflits avec les lignes de conduite de l'association ou même la fédération, le souhait de créer des liens privilégiés avec les personnes accompagnées, j'en ai parlé avec ma ligne de crête, l'impossibilité de renoncer à un accompagnement, qu'est-ce que ça veut dire? Les conflits rencontrés au niveau des valeurs propres du bénévole lors de son engagement et l'éloignement des accompagnements bénévoles du reste de la vie associative en se centrant uniquement sur l'accompagnement. Alors nous vous invitons à vous saisir de ces réflexions dans l'atelier, mais aussi au sein de vos associations, l'idée étant pas d'être parfait, mais de trouver une harmonie entre une éthique de Jalmal, les fondamentaux et les pratiques des bénévoles d'accompagnement dans la structure, dans la cité et auprès de la personne accompagnée. Le texte sera visible sur le site de la fédération. On vous invite à vous en emparer dans les associations, même après le congrès, si vous en avez envie. Nous vous remercions de votre attention.